Et Franck Ferrand, nous le retrouvons en direct d'Étretat aujourd'hui au Clos Lupin, la demeure de Maurice Leblanc. Franck, vous nous confirmez qu'il fait beau aujourd'hui à Étretat. Oh là là, un temps magnifique, Christine. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour. Vous savez, nous avons choisi notre jour. Il n'y a pas un nuage dans ce ciel cauchois aujourd'hui. Nous sommes dans un magnifique jardin et sous un soleil de plomb. C'est extraordinaire. Nous sommes donc sur la côte d'Albâtre, vous l'avez compris, à 2 pas de ce site extraordinaire, un des plus beaux en France, cette falaise d'Étretat qui se prolonge, vous savez, par cette magnifique arche de calcaire qu'on appelle la porte d'Aval, et puis au-delà, l'aiguille creuse rendue célèbre par Arsène Lupin, c'est là qu'il avait son état-major en quelque sorte, l'aiguille creuse, le célèbre roman de Maurice Leblanc. Eh bien, c'est justement chez Maurice Leblanc que nous sommes aujourd'hui. Nous nous trouvons dans son charmant petit domaine, au pied de sa maison. Imaginez une très belle maison normande de pur style cauchois, toute de briques et de colombages, coiffée de toits très pentus, avec fichés sur les rehauts de la façade de très jolies statuettes de bois sculptées en plein bois. Et puis, cette maison se trouve fichée dans un jardin, le charmant, joli jardin normand, avec une pergola qui en fait presque le tour, pergola couverte de glycines anciennes. Tout ça est magnifique. Avouez qu'il y a des endroits pires pour travailler. Je vous le concède volontiers, Christine. Alors, cette maison, ce Clos Lupin, a été restaurée en 1998 et 1999 par la petite fille de Maurice Leblanc, par Florence Leblanc, et l'année dernière, elle a été acquise par la ville d'Étretat, ce qui explique que nous soyons aujourd'hui reçus par Madame Leblanc et par le maire d'Étretat. Bonjour Madame, bonjour Monsieur le maire. Bonjour. On peut dire, Monsieur le maire, Franck Cottard, que dans votre ville ont résidé un certain nombre de personnalités, bien avant Maurice Leblanc. Du reste, on a vu ici des figures aussi célèbres que Offenbach ou Maupassant. D'ailleurs, nous sommes ici au 15 de la rue Maupassant. Hein. Oui, tout à fait. Donc Étretat, au-delà de cette richesse naturelle qu'on connaît et que vous citiez tout à l'heure, a aussi un patrimoine culturel fort riche de la part des écrivains qui ont fréquenté Étretat, de ce musicien que vous citiez, et puis ces peintres qui ont été inspirés par nos falaises. Et cette fameuse aiguille dont vous parliez, qui a à la fois inspiré Maurice Leblanc, qui a creusé son imagination en même temps qu'il creusait l'aiguille d'ailleurs, au tel point qu'aujourd'hui c'est le mythe d'Étretat. Tout le monde la croit creuse maintenant, cette aiguille. Mais bien sûr, elle est aussi emplie d'un trésor, le trésor culturel, le trésor architectural créé par cette nature que nous citions tout à l'heure. Oui. Finalement, le plus célèbre de vos citoyens d'honneur, c'est un personnage de légende, c'est Arsène Lupin lui-même. Oui, d'ailleurs, je vous ferai une confidence, pas celle d'Arsène Lupin, mais je dirais qu'Arsène Lupin vit toujours ici, dans cette demeure qui nous accueille aujourd'hui. Mais il y a là-bas, il y a juste à côté de l'entrée principale de la maison qui donne sur le bureau de Maurice Leblanc, où nous allons nous rendre dans un instant, il y a une petite porte qui est restée intacte depuis bien longtemps, qui est cloutée, cette porte. Il est bien impossible de l'ouvrir, évidemment, et on dit que c'est par ici que Arsène Lupin venait rendre visite à votre grand-père, Madame Leblanc. Oui, Arsène Lupin passait par cette porte. Mon grand-père s'était dénommé l'historiographe d'Arsène Lupin. Il disait finalement qu'il ne faisait que transcrire ce que lui racontait. Exactement, et Arsène Lupin venait nuitamment lui rendre compte de toutes ses aventures. Et cette porte a été cloutée par mon père au moment où il a vendu la maison en 1951. Et moi, je ne l'ai pas restaurée, je ne l'ai pas repeinte, je n'ai jamais enlevé les clous, elle est restée telle qu'elle et plus personne ne passe. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette maison, vous en avez fait une sorte d'ode vivante, un hommage singulier à la mémoire, non seulement de votre grand-père, mais de son personnage. On se promène d'une pièce à l'autre dans ce qui était autrefois les chambres de votre père, de votre grand-mère, etc. On se promène dans l'œuvre même de Maurice Leblanc à la poursuite du personnage insaisissable. C'est ce que nous avons voulu faire avec la scénographie que j'ai préparée, avec l'aide de sociétés qui s'y connaissaient mieux que moi. Et c'est un parcours scénographique qui donne certaines indications sur le personnage. La voix est celle de Georges Descrières, qui avait joué Arsène Lupin à la télévision. Et je dois dire qu'on a fait ce parcours qui de pièce en pièce nous mène jusqu'à la salle du trésor où on révèle les joyaux d'Arsène Lupin. Et de l'aiguille.
Alors, je demandais tout à l'heure à David Vigery, qui dirige nos équipes techniques, si on entendrait les petits oiseaux, parce que Dieu sait qu'il nous régale d'un véritable concert cet après-midi. Et en fait, c'est plutôt la circulation le long du Clos Lupin qu'on entend. Nous allons, si vous le voulez bien, pour être un peu au calme, entrer dans la maison de votre grand-père. Nous entrons dans la maison de Maurice Leblanc et nous nous retrouvons dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes aujourd'hui à Étretat, tout près de l'extraordinaire falaise d'Étretat, dans ce qui a été la demeure de Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin. Nous sommes même dans le bureau de votre grand-père, Florence Leblanc. Oui, nous sommes dans le bureau où les meubles qui sont là, ce sont ses meubles à lui. J'ai remis son bureau, son fauteuil, le plaid qu'il avait souvent sur les épaules, et je suis contente d'avoir aussi repris quelques livres qu'il aimait bien, des livres reliés. Et puis vous avez derrière 2 portraits de Maupassant et de Flaubert, qui étaient ses auteurs préférés. 2 grands noms de la littérature normande. Exactement. Et puis vous avez un petit cadre là où passent en boucle des images de famille, en particulier des images de mon grand-père et de ma grand-mère dans le jardin et sous la pergola que vous venez de voir. Alors, il faut dire que ce bureau est idéalement placé. Il donne quasiment de plein pied sur le jardin. Il est au rez-de-chaussée de la maison, qui est elle-même un peu surélevée. Et il a la forme d'une rotonde, enfin d'un ovale, on peut dire. Et c'est un endroit où votre grand-père écrivait réellement. On sait qu'il écrivait aussi de temps en temps sous la pergola. Il écrivait dans son bureau et il écrivait sous la pergola. Et il fallait surtout à ce moment-là que personne ne parle et que personne ne le dérange. Il avait toujours eu, on peut dire, le virus de l'écriture. Il a commencé comme journaliste, il faut le dire. Il a commencé comme journaliste, il est monté, entre guillemets, à Paris pour écrire au Gil Blas. Et puis c'est à ce moment-là qu'il a fait la connaissance d'un certain nombre d'auteurs, d'écrivains, de journalistes. Et décidé à écrire, il a commencé à écrire des livres à la manière de Zola et de Maupassant et de Flaubert, et qui ont un succès à l'époque relativement mitigé, et que nous essayons de refaire publier maintenant. Je dis à nos auditeurs de ne pas régler leur poste ou leur autoradio. Ce qu'on entend, c'est le grincement du parquet, tout simplement. Il y a le parquet d'époque. Dans cette maison. Jacques de Roire, qui est le biographe de Maurice Leblanc, est juste à vos côtés, madame. Et je le voyais faire hausser les épaules quand j'ai dit qu'il avait commencé comme journaliste. Oui, en fait, il était chroniqueur. Parce qu'à l'époque, vous le savez, tous les romanciers, tous les conteurs publiaient d'abord en revue ou en journaux. Ça n'est qu'après une première publication que les œuvres paraissaient en librairie. Et Maurice Leblanc, en effet, a fait carrière d'abord comme chroniqueur au Gil Blas, mais il n'était pas journaliste. Il n'écrivait pas sur l'actualité. Alors, il n'invente, il faut le dire, le personnage d'Arsène Lupin que relativement tard Bien dans sûr, sa carrière. Ça faisait 10 ans qu'il avait publié régulièrement un roman par an, avec quelques articles critiques très sympathiques, mais sans du tout de succès auprès du grand public. Ce qui l'a beaucoup chagriné d'ailleurs. Et il y avait à la même époque, et depuis déjà pas mal de temps, de l'autre côté de la Manche, un succès phénoménal, c'était le Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Oui, oui, oui. Et donc l'éditeur de Maurice Leblanc lui dit, si vous me trouviez un personnage dans le même genre, ce serait pas mal. Oui, enfin, ou du moins, si vous m'écriviez un récit dans le même genre que Conan Doyle, qui en effet avait énormément de succès. Et d'ailleurs, Pierre Lafitte avait déjà publié les aventures de Sherlock Holmes, dans le magazine Je sais tout. Et il est devenu éditeur de livres ensuite, grâce à Lupin, pour publier la première aventure de Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Maurice Leblanc jette son dévolu non pas sur un policier ou sur un enquêteur, mais sur un cambrioleur. Oui, drôle d'idée tout de même. Drôle d'idée, mais le cambriolage était dans l'air du temps à l'époque. C'est à cette époque-là que le mot cambriolage fait son entrée dans les dictionnaires, en fait. Et ça devient assez à la mode que le cambrioleur de bon ton, celui qui est élégant, qui fréquente les salons, comme Arsène Lupin, qui fréquente les casinos, bref, quelqu'un d'élégant. Et Maurice Leblanc a créé le mythe d'Arsène Lupin, mais on trouve à l'époque dans beaucoup de journaux des références à des cambrioleurs. Alors, c'est la première fois, à ma connaissance, je n'ai jamais vu le terme de gentleman cambrioleur utilisé avant Maurice Leblanc. Oui, c'est ça. Mais le terme à coller les deux termes. À coller les deux termes. Mais le mot cambrioleur était à la mode. Il y a un bouquin vers la même époque qui s'intitulait Les cambrioleurs de Paris. Et puis, le mot gentleman était aussi à la mode parce qu'il y avait une certaine anglomanie. On parlait de gentleman farmer.
C'est Maurice Leblanc, je crois, qui a eu l'idée d'accoler les deux. Il faut dire que quand on se promène dans cette très jolie campagne normande, il y a quelque chose d'anglais un peu ici. C'est vrai, il y a beaucoup de manoirs. Maurice Leblanc était fanatique des manoirs du pays de Caux. Il collectionnait les cartes postales qu'il les représentait et il fait cambrioler un certain nombre d'entre eux par Arsène Lupin, bien entendu. Alors ce nom Arsène Lupin, d'où vient-il lui-même? Alors, quand on a posé la question à Maurice Leblanc, il a dit que lui-même ne le savait pas. Mais en réalité, Maurice Leblanc, quand il écrit les aventures d'Arsène Lupin, les premières, il a déjà derrière lui une activité de conteur énorme. Il a inventé un tas de noms. Et il a un style parfaitement mûr. Oui. Et alors, le nom d'Arsène Lupin, ce site particulier qu'on le retient très bien. C'est un nom qui se retient. Ah oui, c'est vrai. Oui. Les lupins, ça fait penser aux fleurs des jardins. Ça fait penser aux loups aussi. Aux loups, n'est-ce pas? Oui. Alors j'aimerais qu'on passe le micro à Monsieur le maire, à Franck Cottard. Ce personnage d'Arsène Lupin est extrêmement célèbre dans le monde entier. Aux États-Unis, par exemple, c'est un des principaux héros encore aujourd'hui pour les fictions. Mais son créateur, Maurice Leblanc, est relativement méconnu. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant que maire d'Étretat, pour faire connaître Maurice Leblanc? Continuez d'organiser des émissions comme celle d'aujourd'hui, et je vous en remercie, et on est ravis de vous accueillir. Peut-être aussi magnifier encore, au-delà de la richesse naturelle dont je parlais tout à l'heure concernant nos falaises, travailler sur la valorisation du patrimoine culturel. Maurice Leblanc en est une entité, un symbole fort, puisque c'est lui qui nous permet de lier la falaise et l'aiguille creuse à ses œuvres écrites par lui. Donc c'est un moment pour nous de le magnifier et travailler sur le blanc trait qui pourrait ensuite nous amener sur le paysage culturel cher à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Et Dieu sait que ces deux côtes normandes, la côte d'Albâtre et puis là-bas la côte fleurie plus au sud, ont accueilli un très grand nombre de créateurs extraordinaires, notamment à partir du milieu du 19e siècle. Ce que je vous propose, c'est de changer de pièce. Nous allons nous retrouver dans le salon de ce Clos Lupin, de cette jolie maison, et nous allons parler du personnage qui hante les lieux, même si c'est un personnage de papier, d'Arsène Lupin, bien entendu. Nous nous retrouvons dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Vous reconnaissez évidemment quelques accents de ce générique de la série Arsène Lupin avec Georges Descrières. C'était la série de Jacques Naoum. Imaginez que tout ça a été tourné en 71-72, il y a déjà 40 ans, comme le temps passe. Et on peut dire que ce sont des films qui sont restés chers à nos cœurs. Vous connaissez bien du reste Georges Descrières, Madame Leblanc, puisque vous lui avez même demandé de faire une partie du commentaire de la visite ici. Il fait pratiquement tout le commentaire de la visite ici. Il a accepté de le faire très gentiment parce que maintenant il habite Cannes. Donc c'est pas tout à côté. Il était très heureux de le faire et je suis ravie que ça soit lui qui représente justement Arsène ici parce que c'était vraiment le personnage emblématique à la télévision. Il a été tellement de fois incarné, que ce soit au théâtre, à la télévision ou au cinéma. J'allais dire Georges Descrières, non, Arsène Lupin. On va y revenir bien entendu dans un instant. Avant cela, j'aimerais que vous nous décriviez ce salon que vous avez entièrement réaménagé pour la visite. Oui, j'ai réaménagé le salon parce que je voulais que ça reste une pièce où Arsène Lupin pouvait se délacer, confortable, chaude, etc. Alors nous avons fait tout ça en rouge, des rideaux en velours rouge, et puis alors il y a un certain nombre d'objets emblématiques d'Arsène Lupin. Vous avez le collier de Dreux-Soubise, le collier de la reine, qui aurait été volé par Arsène Lupin, la famille de Dreux-Soubise. Et puis vous avez un certain nombre de tableaux qui ont été aussi volés par Arsène Lupin, dont la Joconde, qui est évidemment la vraie. Bien sûr, oui. Celle qui est au Louvre est une copie. Mais on n'en doute pas un instant, c'est la deuxième, on pourrait dire la troisième, parce qu'il y en a une à Madrid maintenant, vous avez vu. Paraît-il. Oui. Alors, on se promène dans cette atmosphère qui est celle d'Arsène Lupin, Jacques de Roire. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un univers. Quand on pense à la Belle Époque, on peut l'évoquer, on peut la visualiser à travers les aventures d'Arsène Lupin. Absolument, absolument. D'ailleurs, si je peux faire un peu de publicité pour moi, j'ai écrit un livre qui s'intitule Le Monde d'Arsène Lupin. Faites de la publicité, n'hésitez pas. Et un livre dans lequel j'ai décrit la France, en fait, d'avant la guerre de 14, à partir des aventures d'Arsène Lupin, parce que c'est un univers, en effet, qui est extrêmement daté.
Même si, en même temps, Arsène Lupin reste un personnage très moderne, très contemporain. Les jeunes peuvent lire ses aventures sans être dépaysés. Ce qui est étonnant, c'est que le personnage ne naît donc qu'en 1905. Oui. Maurice Leblanc lui-même s'installe ici au Clos Lupin après la Première Guerre mondiale, en 1919. Et néanmoins, le personnage, il est vraiment très 1900 encore. Il a même encore un peu quelque chose de 1890, si je puis dire. Mais d'ailleurs, les aventures écrites par Maurice Leblanc après la guerre de 14... sont plus les mêmes. Si, elle baigne toujours dans un climat d'avant-guerre. Oui, mais le personnage, lui, il évolue. Il a changé, il est devenu honnête homme. C'est ça. Il a mis ses talents... Un philanthrope. Au service de la France, oui, absolument, un philanthrope. Alors il devient extrêmement philanthrope dans sa toute dernière aventure qui vient d'être publiée. Il a beaucoup changé de ce point de vue-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce Arsène Lupin qui évolue, qui change, mais qui fait partie de nos références les plus proches et les plus chaleureuses, en quelque sorte, est-ce qu'on peut dire que cet Arsène Lupin a été servi ou desservi par toutes les incarnations qu'on en a données? D'abord au théâtre, il faut dire qu'il y a eu un vrai Arsène Lupin de théâtre qu'a bien connu Maurice Leblanc. Oui, c'était André Brûlé qui a interprété pour la première fois le rôle d'Arsène Lupin en 1908 et qui l'a joué plus de 1000 fois. André Brûlé s'est identifié dans l'esprit de beaucoup de gens à Arsène Lupin. Il a joué le rôle à l'Athénée, à Paris. Il a fait de très nombreuses tournées. Au théâtre de l'Athénée. Hein. Oui. Et chaque fois qu'ensuite on a représenté le personnage d'Arsène Lupin, on s'est inspiré de la silhouette d'André Brûlé, qui était un comédien élégant, qui portait très bien la cape, le chapeau haute forme. Et André Brûlé, s'est incarné Arsène Lupin pendant très longtemps. Bien il y a eu pas mal de ces gentlemen cambrioleurs. Au-delà de Georges Descrières, il y a eu évidemment Robert Lamoureux, par exemple. Jean-Claude Brialy. Plus récemment à la télévision. Noyer, exactement. À la télévision. Oui. Ce personnage, nous sommes en compagnie de Pierre-Antoine Dumarquet, qui est le président de l'association des Amis d'Arsène Lupin. Et oui, Arsène Lupin, effectivement, des amis. Mais nous sommes en même temps les amis de Maurice Leblanc et de sa petite fille, bien sûr. L'un ne va pas sans l'autre, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Et nous nous attachons justement à glorifier, par l'intermédiaire des actions du gentleman cambrioleur, par l'intermédiaire de ses faits et gestes, et je dirais même de la geste lupinienne, l'œuvre de Maurice Leblanc à laquelle nous essayons de rendre hommage autant que nous le pouvons. Alors on va revenir évidemment sur cette œuvre dans un instant. Pour ce qui est des adaptations dont je parlais, est-ce que d'après vous, il y en a un qui correspond mieux au personnage de Maurice Leblanc? Je crois que chez nos amis d'Arsène Lupin, celui qui a vraiment la préférence, c'est Georges Descrières. Nous serions plus réservés sur des interprétations plus récentes, même s'il y avait de belles images, par exemple, Romain Duris, mais même si d'autres personnages du film dans lequel avait joué Romain Duris étaient bien sûr tout à fait intéressant, en particulier la comtesse de Cagliostro, qui était remarquable. Mais le personnage lui-même, nous préférons Georges Descrières. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous avez une revue qui s'appelle non pas l'Aiguille Creuse, mais l'Aiguille Preuve. Alors, la revue s'est appelée au tout début, lorsque François Georges avait fondé l'association, elle s'appelait l'Aiguille Creuse, et puis elle est devenue, quelques années plus tard, l'Aiguille Preuve, référence bien sûr au fameux message secret d'Arsène Lupin, et à la dimension pataphysique, puisque par l'Aiguille Preuve, nous prouvons qu'Arsène Lupin a bien sûr existé. Ce qu'on ne doit pas oublier, après tout, nous sommes une émission d'histoire, ici, Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que Maurice Leblanc avait une passion pour l'histoire, Jacques de Roire. Bien sûr, il avait une passion pour l'histoire qu'il a prouvée dans de nombreux romans, particulièrement par exemple dans L'île aux 30 cercueils, où l'histoire des Celtes est évoquée abondamment. Le personnage historique le plus souvent cité dans les aventures d'Arsène Lupin, c'est l'empereur Napoléon Ier, qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Dernier Amour d'Arsène Lupin. Leblanc était lui-même bonapartiste? Alors, je ne pense pas qu'il fût bonapartiste, mais il aimait en tout cas cette époque-là. Mais il aimait aussi le Moyen-Âge, énormément. Il aimait beaucoup les églises romanes, les vieux châteaux. Oui, il était très féru d'histoire, il aimait beaucoup cela. Il se documentait beaucoup avant d'écrire ses romans. On voit le Kaiser Guillaume dans dans 813, bien entendu. Alors là, c'est l'histoire beaucoup plus récente, puisque elle est quasiment contemporaine. Ce qui est amusant, c'est que dans la première version de 813, l'empereur d'Allemagne apparaît comme quelqu'un de plutôt sympathique. Oui, tout à fait. Et si on voit les journaux de l'époque, en effet, on en parle de lui avec une certaine déférence. Tout ça a changé dans les dernières éditions. Tout ça a changé dans les éditions qui ont paru pendant la guerre de 14-18, où l'empereur a été présenté de façon beaucoup moins sympathique, bien entendu. Alors écoutez, il fait tellement beau que je vous propose de ressortir de la maison. Nous étions très bien, cela dit, tout à fait à l'ombre. On va aller toujours à l'ombre, mais en plein air, nous installer sous cette
pergola qui croule sous les glycines et nous allons continuer de nous promener dans cet univers extraordinaire, celui d'Arsène Lupin. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Gentleman cambrioleur, évidemment, on ne pouvait pas évoquer ici chez Maurice Leblanc la mémoire, la présence, devrais-je dire, d'un personnage comme Arsène Lupin sans écouter un extrait de cette magnifique chanson de Jacques Dutronc. Nous étions en train de dire pendant la publicité qu'on va venir s'installer, si vous êtes d'accord, Madame Leblanc, tous les vendredis ici, parce que je trouve que c'est une très bonne façon de finir la semaine. Il fait un temps magnifique chez vous. Je ne vous garantis pas le même temps tous les vendredis, c'est la seule chose. Et alors, nos auditeurs ont pu entendre, en tout cas ceux qui écoutent attentivement les publicités, je pense qu'il y en a quelques-uns, un inédit de votre grand-père vient d'être édité, en partenariat avec Europe 1 d'ailleurs, on entend la publicité très souvent sur nos ondes, ça s'appelle Le dernier amour d'Arsène Lupin, roman inédit, annonce la couverture, c'est publié chez Balland, c'est signé Maurice Leblanc, alors c'est-à-dire que c'était un roman qui n'avait jamais été édité, qui était dans les armoires de la famille Leblanc? C'était un roman qui était niché dans un de ces vieux dossiers belges, comme je l'ai dit dans la préface, et qui était dans le fond d'un placard, parce que lorsque j'ai transporté à la disparition de mes parents toutes les archives chez moi, j'en ai mis certaines un peu moins accessibles que d'autres, et il se trouve que ce dossier était caché. Et par Jacques de Roire, par les éditions Balland, nous avons fait des recherches et je suis tombé sur ce manuscrit qui est en fait un tapuscrit, parce que mon grand-père écrivait à la main, faisait taper par une secrétaire ce qu'il écrivait, et jetait ses manuscrits et corrigeait à la main ce qui était tapé à la machine. Monsieur Dumarquet, j'imagine que pour les amoureux d'Arsène Lupin, ça a été une très grande nouvelle, ça? Eh bien oui, c'était une nouvelle d'autant plus grande que le dernier amour d'Arsène Lupin, c'est un petit peu l'Arlésienne chez les Lupiniens. Certains en contestaient même l'existence. Nous savions... La preuve est là. La preuve est là. Et Jacques de Roire, qui est un de nos éminents membres, nous avait assuré qu'il l'avait eu entre les mains. Et d'ailleurs, il l'avait retraduit dans son dictionnaire. Alors, en tout cas. Jacques de Roire, vous avez écrit l'introduction de cet ouvrage. Et c'est une introduction très honnête, si je puis dire, puisque vous nous dites très benoîtement qu'en fait, ce n'est sûrement pas le meilleur Leblanc. Non, par la force des choses, Maurice Leblanc, comme Florence le disait tout à l'heure, n'a pas eu le temps de corriger complètement. C'était quelqu'un qui travaillait très très sérieusement. La caractéristique principale de son style, c'est d'être d'une grande limpidité. On ne voit pas l'effort, on ne sent pas la sueur, mais pour aboutir à cela, ça demande énormément de travail. Et les rares manuscrits de Maurice Leblanc qu'on ait, le manuscrit de son roman L'Enthousiasme, par exemple, nous montre très raturés, très remaniés. Il travaillait énormément. Et là, il n'a pas eu le temps de terminer. Et il est bien certain que certains passages peuvent rappeler un petit peu un scénario où on indique simplement les actions principales, les gestes principaux. Et donc, comme style, c'est moins bon que les précédents Lupin. Et ça n'en est pas moins très émouvant et extraordinaire. C'est surtout très émouvant. Moi, je l'avais lu déjà depuis longtemps, donc pour moi, ça n'a pas été une découverte. Je peux dire même qu'au contraire, j'aurais aimé rester le seul à le connaître, parce qu'il y a une certaine jouissance à connaître des choses que les autres ignorent. Mais je pense que pour beaucoup de gens, ce sera une découverte. Découverte d'autant plus que le Lupin qu'on y voit a des caractéristiques qui étaient les siennes depuis longtemps. Mais il a aussi des caractéristiques. C'est-à-dire, il faut le décrire, il faut le définir un peu. Longtemps, c'est l'amoureux de l'histoire, par exemple, il est beaucoup question d'histoire. C'est l'amoureux des femmes. Là, l'histoire revient, mais y compris des scènes historiques. Des scènes historiques. D'ailleurs, Napoléon, oui. Donc, c'est un roman historique par certains côtés. On retrouve aussi l'amour, bien entendu. Arsène Lupin, une histoire d'Arsène Lupin, s'imagine pas sans amour, mais il est très différent quand même. Vous dites même que non seulement on retrouve l'amour, mais on retrouve un peu de ce style relâché, voire légèrement coquin qu'adoptait Maurice Leblanc dans ses propres romans d'amour, parce qu'il a essayé constamment de sortir du genre Arsène Lupin. Dans les romans d'amour qu'il a écrits à la fin de sa vie, qu'il a publié chez Flammarion, avec un certain succès. Mais quand on dit chez Flammarion, c'est pas comme éditer ce que je fais moi, par exemple, aujourd'hui chez Flammarion, c'est qu'il éditait avec Monsieur Flammarion, en l'occurrence. Ah oui, en l'occurrence, oui, c'est vrai. Et ils avaient en commun une passion de la science. Oui. Alors, dans ces romans d'amour qu'il écrit avec Flammarion, contre la vie d'Hachette, parce que bien sûr, qui est son éditeur de Lupin. Mais il était lié par contrat.
aux éditions Hachette. Et évidemment, Flammarion a vu d'un très mauvais œil qu'il publie ailleurs que chez Hachette des romans, et surtout des romans un peu osés, enfin même très osés, il faut bien le dire, en ce qui concerne le scandale du gazon bleu. Oh, il y a des scènes là qui sont quand même alors, un peu... Je ne suis pas sûr que Hachette aurait accepté. Il y a presque un peu de sadomasochisme là-dedans. Hachette lui avait demandé à l'époque d'écrire des livres qui pouvaient être mis entre toutes les mains. Et lorsqu'il a publié Le scandale du gazon bleu, Hachette a insisté pour que la publicité faite pour ce roman ne fasse pas allusion à Arsène Lupin. Tout à fait. En lui disant, si vous faites allusion à Arsène Lupin, les gens vont croire qu'Arsène Lupin, c'est tout aussi cochon que ces histoires-là, et on ne va pas pouvoir le vendre aussi largement. Oui, il faut que ça reste très grand public, évidemment. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Le dernier amour d'Arsène Lupin, Madame Leblanc ? Parce que c'est le dernier livre qu'il a écrit, et je pense qu'il devait le sentir. Parce que... Il dit quelque part d'ailleurs dans le texte, je ne sais pas si ce sera la dernière des aventures d'Arsène Lupin, mais ce sera en tout cas son dernier amour, son seul amour. C'est la conclusion d'ailleurs, ce sont les dernières lignes du roman. Je crois qu'à chaque roman d'Arsène Lupin, il y a une femme. Oui. Il y a Florence Levasseur, il y a Angélique de Sarzeau-Vendôme, chaque fois il y a une femme qui... J'ai dit que Maurice Leblanc aimait l'histoire, il aimait les femmes aussi, disons-le, il aimait la Normandie. Nous sommes aujourd'hui chez lui, au Clos Lupin, et nous revenons dans un instant. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous sommes toujours au Clos Lupin, ici à Étretat, sous un soleil magnifique, mais nous avons la chance d'être abrités par la plus belle des pergolas. Et nous sommes assis à l'endroit même où votre grand-père, Maurice Leblanc, écrivait ses romans. Florence Leblanc. Il était installé ici dès que le temps le permettait. Il avait un grand fauteuil et il écrivait. Il avait une table et c'était son endroit préféré pour écrire. On est dans une atmosphère tout à fait belle époque et c'est vrai que ce qu'on va chercher en partie dans ces romans et dans cet univers d'Arsène Lupin, c'est tout le charme d'une belle époque qui porte quand même bien son nom. J'ai entre les mains la fameuse édition, la dernière, c'est le numéro 14 de l'Aiguille Preuve, donc la revue de l'association des amis d'Arsène Lupin. Et alors ça me fait rire, pardon, ne le prenez pas mal du tout, monsieur Dumarquet, mais il y a écrit le centenaire 1912-2012, le centenaire, on s'est dit le centenaire de quoi, mon Dieu? Du bouchon de cristal. Le centenaire du bouchon de cristal, effectivement, et la couverture de l'Aiguille Preuve représente ce bouchon de cristal, l'un des romans les plus passionnants d'Arsène Lupin et presque les plus contemporains, puisque, on y met en vedette, Maurice Leblanc y met en vedette un certain nombre de personnalités du monde politique, je dirais, et avec des compromissions qu'il sait raconter avec la maestria qu'on lui connaît. Et effectivement, c'est le centenaire du bouchon de cristal. Mais il y aura beaucoup de centenaires d'ailleurs, puisque en fait, c'est évidemment, oui. par la force des choses, je dirais. Vous avez de belles années devant vous. Oui, et de riches années devant nous. Et de nombreuses, puisque rappelons que Maurice Leblanc n'est mort qu'en 1941. Tout à fait. Et nous avons pour projet, nous en avons parlé à plusieurs reprises avec Jacques Deroire notamment et avec Florence Leblanc, de rééditer certains, je ne vais pas dire certains inédits puisque maintenant je pense que le filon est épuisé, mais en tout cas des romans ou des nouvelles qui n'ont pas été édités depuis plus de 100 ans maintenant. Je pense notamment à l'œuvre de mort qui est un projet que nous allons pouvoir développer assez rapidement. Et puis également, je crois que Jacques avait évalué à peu près 1200 feuillets, je crois, le nombre de nouvelles et d'écrits divers qui n'ont pas encore été republiés. On a envie de s'y replonger. Jean-Claude Gozevitch vient de republier du reste 20 histoires parmi les premières nouvelles mettant en scène Arsène Lupin. Ça s'appelle Les aventures extraordinaires d'Arsène Lupin, donc chez Jean-Claude Gozevitch. Alors, on peut dire, Madame Leblanc, que vous êtes pleine de bonnes idées. Et notamment, vous avez eu une idée, c'est de créer un prix Arsène Lupin. J'ai créé, il y a 7 ans maintenant, un prix Arsène Lupin qui est attribué chaque année à un roman qui est écrit un peu dans l'esprit de Maurice Leblanc. Ça n'est ni un thriller, ni sanguinolent, ni terrorisant. Mais que faut-il, justement, quels sont les critères pour se voir décerner le prix Arsène Lupin, qui est très prestigieux, hein. Je ne vais pas faire la liste de toutes les hautes personnalités qui composent le jury, mais de Jean Tullard à Alain Decaux en passant par Jean Descartes. On peut dire que vous avez les mêmes amis que nous dans cette émission, c'est formidable. Frédéric Vitou, etc.
Oui, je vous dis, le critère, c'est de ne pas être quelque chose de terrifiant, d'être écrit dans un français qui soit vraiment du français et qui puisse intéresser tous les lecteurs. Et cette année, le prix a été décerné à Jean-Pierre Delucovitch pour son livre Occupe-toi d'Arletty. Occupe-toi d'Arletty, donc qui est paru chez Plomb, et nous avons la chance de recevoir Jean-Pierre Delucovitch. Merci beaucoup. Vous avez été journaliste à Paris Match et vous écrivez donc à travers ce livre. Ce qui est très étonnant, c'est que vous mettez en scène un personnage qui vivait il y a encore très peu de temps, c'est-à-dire Arletty. Vous la réincarnez. En fait, Arletty aurait pu connaître Maurice Leblanc et donc Arsène Lupin puisqu'elle était née en 98. Voilà. Et si vous connaissez un petit peu Arletty, comme tout le monde ici, ça aurait été une rencontre formidable. Arletty, tout le monde se rappelle ne serait-ce que la garance des Enfants du Paradis, et puis celle de l'Hôtel du Nord, atmosphère. Voilà, ils avaient la même insolence, la même élégance. La gouaille parisienne et l'intelligence. Voilà. Et alors, vous avez donc, vous vous êtes vu décerner ce prix Arsène Lupin. Vous avez le sentiment d'écrire un peu dans la veine de Maurice Leblanc ? C'est très flatteur ce que vous dites. En fait, ce prix me fait un immense plaisir. J'ai été très flatté et en même temps, ça a éveillé quelque chose en moi parce que L'Aiguille creuse est le premier roman policier que j'ai lu dans ma vie. Je devais avoir une quinzaine d'années. C'est formidable. Ce que alors c'était une. Comme on dit, la boucle est bouclée, c'est magnifique. La boucle est bouclée, quoi. Alors j'avais la fascination quand je venais d'être tard. Cette aiguille creuse me faisait peur, me fascinait en même temps. Mais alors donc j'ai relu L'Aiguille creuse parce que je l'avais pas lu depuis longtemps. J'ai été frappé par le personnage de Lupin, évidemment. Je veux dire son insolence, sa légèreté. Alors l'insolence, où est-ce que un braqueur maintenant, parce qu'il n'y aurait plus de cambrioleur, ça serait un braqueur. Quel braqueur qui sortirait d'un château où il avait voulu cambrioler en laissant sa carte, comme Arsène Lupin reviendra lorsque les meubles seront authentiques. C'est impossible à imaginer ça. La classe absolue. Ah oui, et puis je pense que le public français, d'ailleurs le public mondial, adore les personnages, les Robin des Bois, qui sont contre l'ordre établi, qui se fichent de la gueule de tout le monde. C'est très français, c'est très gaulois tout ça finalement. Oui. Alors L'Aiguille creuse a justement été réédité dans sa version originale, version illustrée qu'on ne pouvait pas trouver depuis 1909, avec une préface et des notes et tout un appareil critique de Jacques Deroire. Merci Jacques Deroire d'avoir fait ce beau travail, c'est utile, et c'est édité aux éditions des Falaises. Et puis je vous rappelle donc le titre de notre inédit, dont vous entendez pas mal parler sur Europe 1, Le dernier amour d'Arsène Lupin, un roman inédit paru chez Balland, et donc cet ouvrage qui vient de recevoir le prix Arsène Lupin de Jean-Pierre Delucovitch, Occupe-toi d'Arletty. C'est un roman paru chez Plomb. Il y aurait énormément d'autres références à vous donner. La seule qui me reste, et la seule dont j'ai envie vraiment que vous l'écoutiez, c'est la suivante. Venez à Étretat, venez au Clos Lupin et redécouvrez notre belle Normandie. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui avec les experts, nous allons parler des vacances avec les ados, ou plutôt des vacances sans les ados. Parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi Franck, pour remarquer que les ados en fait, au bout d'un moment, les vacances avec les parents, ça les saoule. Oui, alors, et réciproquement. Et réciproquement, exactement. Alors on va les envoyer à Étretat, pourquoi pas, mais sans les parents. Voilà, c'est une bonne idée. Puis il y a une grande falaise à Étretat aussi, vous savez. Merveilleuse. Merci beaucoup Elena, et nous nous retrouvons lundi bien sûr. 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 Nous nous retrouvons lundi.